Bonjour à vous. Comme promis, voici le deuxième volet de notre entretien avec Jean, dit Casta, chevrier à Nadaya. Mais là par exemple, tes hangars, c'est toi qui les as fait construire? Les hangars, Ouais. celui du bas, c'est mes parents qui l'avaient fait. Et celui du haut, c'est moi, ma frangine et moi. Ouais. Et le laboratoire où tu fais les fromages, Oui. ça date de quand? Ça, c'est des lois européennes? Pourquoi tu l'as fait? La première partie, on l'a fait en 90. Attends, c'était 98 ou 92? Il y en a une en 92. Oui, les premières mises aux normes. Ouais, premières mises aux normes. Mais c'était un besoin, tu vois. Comment dire, les mises aux normes, enfin les normes peuvent être une contrainte, mais c'était un besoin aussi parce que ça a permis de faire quelque chose d'un peu plus fonctionnel que ce qu'on avait, tu vois. Tes chèvres, Oui. c'est des chèvres locales? Ah, ben c'est des. Enfin, local, oui, enfin, mais c'est des alpines. Moi, j'ai pas de chèvre. T'as la chèvre auvergnate, là. Nous, on a des alpines. Enfin, et quelques murcias, c'est des chèvres espagnoles, mais c'est des alpines, ouais. Et là, elles peuvent être dehors, même avec... Là, il y a combien? Il y a 1 mètre de neige. Enfin, là, le fait d'être dehors ou pas dehors, la chèvre, ça craint plus, par exemple, qu'un mouton ou qu'une vache. Après, ça dépend comment elles sont élevées. Moi, j'ai un collègue qui en avait au lot, ben, Gaëtan, il avait vache et chèvre, et les chèvres, elles avaient la possibilité de sortir tout le temps. Il avait un bâtiment pour l'hiver, mais elles pouvaient sortir. Donc, les chèvres, il y a de la neige comme ça, il fait beau, elles sortent dehors. Mais elles mangent l'herbe? Non, là, elles vont pas trouver, parce que... Enfin, si, elles vont aller chercher les feuilles, les trucs comme ça. Alors nous, bon... On les rentre l'hiver et on les ressort toute l'année après, à partir du mois d'avril. Voilà. Donc, je te dis pas, elles auraient la possibilité de sortir, rien que pour faire de sortir, elles sortiraient. Mais là, elles vont pas trouver grand-chose, tu vois. Ça a plus l'instinct d'un gibier qui est obligé de trouver sa bouffe et de gratter et de machiner. Elles vont gratter un peu, hein. Mais les moutons, ils restent un peu plus, ils craignent un peu moins. Mais on les a rentrés quand même, comme ils annonçaient. Puis elles font les petits, là, donc. Mais on dit que là, donc les paysans vont partir à la retraite. Comment ça va se passer les transmissions de terre là dans les montagnes? Si je veux m'installer demain, tu me dis bah vas-y, je vais acheter mes terres où là? Je vais chez qui là? Il est où le supermarché de terre? Après la terre, elle appartient au propriétaire, donc après la terre où tu peux l'acheter ou tu peux la louer. Alors acheter de la terre quand tu t'installes, je pense que c'est parce que suivant les zones, mais la terre commence à devenir chère, quoi. C'est cher pour t'installer. Qui fait flamber les prix? Ah bah après c'est l'offre et la demande qui fait le tarif. On encourage les jeunes? Ah, on les encourage. Acheter la terre quand t'es jeune, c'est compliqué. Après tu peux louer, mais même, je pense qu'économiquement, acheter de la terre quand tu démarres, c'est compliqué. Alors ça dépend des zones aussi, parce que tu as zone et zone. Nous on est ici, les derniers hectares qu'on a achetés, on était à 1500 € l'hectare. Mais c'est pas remembré et on est hors zone AOP, on n'est pas en Limagne. Et vous avez des subventions montagne, je sais pas quoi? Ah bah oui, toute la montagne, oui. Et ça c'est important ça? Ah oui, c'est important. Ouais. Les aides liées à la montagne sont importantes. Ouais. Mais au-delà du prix du terrain, c'est que dès que tu es Bon, la Limagne, parce que c'est des terres céréalières, des terres très riches, et après, c'est vrai que c'est le fait où il y a beaucoup de demandes, et bien les terres moins chères, où tu n'as pas de demande, les terres sont moins chères, tu vois. Et ici, vous avez quoi comme terre? C'est quoi la caractéristique des terres? Nous, c'est de l'argilo-limoneux, mais c'est de la terre volcanique, mais du volcanique qui est ancien par rapport à la chaîne des puits. Nous, ça doit être, je te dirais une connerie, mais je sais pas si c'était pas 250 000 ans, un truc comme ça, enfin, c'est peut-être un peu moins, mais les derniers volcans, c'est 7-8 000 ans, ici. C'est le Pamin, le dernier. Et Marion, là, qu'on va étudier, qu'on va interviewer tout à l'heure, qui est spécialiste des prairies et de la fermeture des paysages, tout ça, c'est des choses qui te parlent ou c'est... Mais la fermeture mais nous, on l'a connue et puis on la connaît encore, la fermeture des paysages. C'est que, moi, je pense que la grosse cassure, ça a été la guerre de 14, où la plupart des gens qui sont allés se faire tuer pendant la guerre, c'était des paysans. Quand tu regardes les monuments aux morts dans les petits pays, c'était quasiment, à l'époque, c'était le début de l'industrialisation qui date de 1800 et quelques, enfin voilà, et c'était beaucoup des paysans. Et à l'époque, la force d'une exploitation, c'était la main-d'œuvre qu'elle avait. Et quand des fois tu vois 3-4 hommes de la même famille qui sont restés sur les champs de bataille, après tu as eu une déprise. Après ça a été quand même, chez nous, tu avais le développement de type Michelin, ainsi de suite. Les gens sont allés travailler
à la Banque de France, chez Michelin, à l'INRA, voilà. Mais comment choisir d'envoyer ceux qui te nourrissent plutôt que ceux qui sont à l'usine? Ah non, mais je pense qu'il y en avait beaucoup, parce que, je sais pas moi, début du XXe siècle, à mon avis, tu avais encore, je suis pas sûr, mais tu avais peut-être 60% des gens qui vivaient à la campagne encore. Faudrait regarder les chiffres, mais moi, mon arrière-grand-père, côté de ma mère, il était instituteur. Et à Nadaya, fin 1800 et quelques, il y avait 70 exploitations agricoles. 70 paysans. Famille. Il y a 2 vieilles filles là, qui sont décédées il y a peut-être 7-8 ans. Bon, elles avaient 91-12 ans. Elles en ont connu encore 35 dans leur vie, là, si tu veux, autour des années 40, là, à peu près. Tu avais encore 35 exploitations. Moi, quand j'étais jeune, il y avait encore 10-12 paysans à Nadaya. Mais Nadaya, il y a combien d'habitants? Il y a 200, on doit être autour de 200 habitants à Nadaya. Là, tu trouves, les gens qui reviennent à la terre, qui reviennent habiter ici, c'est des pendulaires? Ah ben, moi, je reçois pas mal. Enfin, de Nadaya, pas. Mais, enfin, si, j'ai eu un petit jeune de Nadaya en stage. Mais en chèvre, moi, je trouve qu'il y a une dynamique en chèvre en ce moment. J'ai eu pas mal. Enfin, en plus, c'est pareil. Pour t'installer, enfin, si tu veux t'installer avec les aides qui vont avec, tu as un parcours à l'installation, donc tu as des stages obligatoires à faire, ainsi de suite. Et en chèvre, on n'est que 2 exploitations sur le département est agréé pour faire ça. Donc forcément, on reçoit beaucoup, mais j'ai eu beaucoup, et surtout beaucoup plutôt des femmes, des jeunes femmes qui veulent s'installer, j'en ai eu pas mal qui... C'est un métier de femme, souvent les chevrières? Enfin, disons que je pense que c'est un métier peut-être un peu plus abordable, la chèvre, du fait du gabarit de l'animal, du fait de la sympathie de l'animal, du fait de... tu peux te débrouiller, comment dire, tu peux sortir un salaire avec un investissement minime par rapport à des productions plus classiques. Enfin... Alors, t'installer tout seul, par contre, c'est très très compliqué. Moi, je dis celui qui veut s'installer tout seul, c'est parce que dans nos métiers où on transforme, parce qu'on produit, on transforme, on vend, et tu as beaucoup de choses qui se télescopent dans une journée. Je sais pas, tu veux aller faire un marché, les marchés en général c'est le matin, mais le matin, il faut traire tes chèvres, il faut fabriquer des fromages, il faut aller au marché. En plus, si jamais tu as un gosse ou deux, il faut en emmener un à l'école, enfin bref. Mais à l'époque, les femmes d'agriculteurs, elles n'étaient même pas déclarées. Ah non, elles n'étaient pas déclarées. Alors que votre chien, le border collie, lui, il est considéré comme un travailleur agricole. Ouais, mais c'est vrai que longtemps, ça a beaucoup évolué maintenant, mais c'est vrai que après tu as eu le statut de conjoint, collaborateur, ainsi de suite. Mais et quand le paysan mourait à 50 ans, la veuve... Non, mais ça c'est un souci, oui. Mais même, je vois maintenant pour les gens qui arrivent à la retraite maintenant, qui n'avaient pas cotisé à l'époque, ou pas beaucoup. Après, on te reproche aussi, tu vois, les cotisations. C'est pareil, il y a des systèmes un peu à la con, là, parce qu'on te fait sauter les trimestres. Ma femme, elle était préparatrice en pharmacie, et à l'époque où elle a fait son apprentissage, normalement, l'apprenti payait pas de... C'est l'État qui devait payer. Ben, ces années ont sauté là, parce que... mais comment dire, c'était pas de ta faute à toi. On t'aurait demandé de payer quelque chose, tu l'aurais fait, tu l'as pas fait, donc voilà. Mais gagner 600 € pour 70 heures de travail, et comme dirait un de nos présidents, se lever tôt pour gagner plus. Oui. Là, tu te lèves tôt, mais tu gagnes pas forcément plus. Après, on est tributaire aussi, alors nous moins, parce que tous les paysans qui se sont tracassés de produire, de transformer et de vendre, tu t'exonères des cours. Le gars qui fait du lait pour vendre à sa laiterie, le lait vaut tant. Déjà, une aberration un peu de l'agriculture, c'est que c'est pas le paysan qui fait la facture de ce qu'il vend. C'est l'acheteur. Dans toutes les coopératives, dans tout ce que tu voudras, c'est eux qui font la facturation et qui te payent. Et normalement, quand tu travailles, c'est toi qui factures Un artisan, c'est lui qui facture ses heures, son boulot, son truc. Le paysan, c'est pas lui qui facture, c'est l'acheteur. Donc c'est quand même un peu biaisé parce que l'acheteur, il te facture le prix qu'il veut te le payer. C'est pas toi qui... Mais tu as perdu. Nous, c'est différent parce que nous, tu prends notre fromage, on maîtrise de A à Z le truc. Moi, d'ailleurs l'année prochaine on va augmenter, si aujourd'hui je dis mon fromage il vaut 10 centimes de plus, il n'y a que moi qui décide s'il vaut 10 centimes ou s'il ne les vaut pas. Et comment tu décides d'augmenter ou de réduire? On réduit pas. Parce que moi, je sais pas, tu prends le fioul, il est passé de 70 centimes l'an dernier à plus d'1 € maintenant, enfin le GNR.
Tu prends l'aliment, il est passé de... J'ai fait rentrer de l'aliment, moi c'est un mélange de céréales, pulpe et maïs. Enfin, et il est passé de, je crois, 270 ou 280 euros la tonne à 320 ou 340. Donc à un moment, si tu veux pas... Tu es obligé d'augmenter ton produit au bout, parce que ton produit en lui-même, il coûte plus cher. Oui, mais tu peux pas employer, donc tu vieillis et tu as plus de boulot, quoi. Ah bah après, moi j'ai une salariée, j'ai ma fille qui est salariée, mais nous on maîtrise, si tu veux, le prix de notre produit final, c'est nous qui le maîtrisons. T'es pas un forçat de toi-même, quoi. Ah bah tu te mets, après tu te mets la charge de boulot que tu veux bien te mettre, et malheureusement aussi qu'il y a besoin aussi, parce que tu as des périodes où tu n'as pas bien le choix. Hein. Et tu pars en vacances? Ah oui, oui, on est parti... Et ça, ça, tu laisses ton troupeau à quelqu'un Ouais, oui, 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 oui. Après, au service de remplacement, il y a des groupements d'employeurs où tu as toujours le même gars. Tu l'emploies à 3 ou 4 ou 5, mais tu as toujours le même. Donc au bout d'un moment, le gars, il connaît bien ton système, ton exploit, ton truc, tu vois. Et la mutuelle, la MSA, là, ça vous couvre bien? Bon, ça couvre comme... j'ai l'impression que ça couvre comme les autres, tu vois, voilà. Comme la sécurité sociale, comme... voilà. Et pourquoi au jour, là, il y a un paysan qui se suicide par jour, quasiment en France? Aussi bien dans l'agriculture comme je pense dans beaucoup de choses, il y a un moment, il y a quand même une déconnexion, comment dire, des gens qui nous dirigent entre guillemets, qui prennent la responsabilité, et une réalité de terrain. Mais à mon avis, elle est dans tout. À n'importe quelle échelle, déjà, enfin, toi, tu connais à peu près ton métier, ton truc. Moi, je connais pas le métier de preneur de son. Je connais, moi, tu vois ce que je veux dire. Mais même qu'il soit ministre, à l'échelle, je pense qu'il y a une déconnexion d'une réalité des choses. Et le suicide en agriculture, c'est un tous les 2 jours à l'agriculture. Et encore, je pense qu'on est en dessous de la réalité parce que, je sais pas, moi, le gars qui prend sa bagnole, qui va se jeter après un arbre, il peut passer dans les accidents de voiture, il n'est pas forcément passé dans le suicide. Le suicide, c'est vraiment le mec que tu retrouves pendu à une corde après son télescope ou après son machin. Mais c'est sous-estimé.
Parce que c'est vrai qu'on a des. Enfin, surtout en élevage, ainsi de suite, mais dans beaucoup de trucs, on a des boulots qui sont prenants, où tu l'as. Enfin, mais comme tout, entre guillemets, chez toi, t'es endetté sur combien de temps là? Ah, mais moi, je suis pas endetté beaucoup, moi. Moi, je suis très peu d'endettement. Comment dire, les emprunts, tu en as déjà passé pas mal. T'empruntes quand tu construis, quand tu signes, quand tu l'as. Parce que. Avec un troupeau d'une cinquantaine de chèvres, 50-60 chèvres pour un couple, tu dois arriver à sortir un salaire, vivre correctement. Tu as un bâtiment, tu n'as pas besoin d'une cathédrale, tu as une surface qui peut rester, je sais pas moi, avec entre 20 et 30 hectares, même moins, mais bon, si tu as une certaine sécurité du truc, avec 20 ou 30 hectares, tu peux te débrouiller. Ou à un moment, il y a quand même une faillite du système, non, ou des lacunes, c'est qu'à un moment, tu vois, le mec qui est un peu débordé, tu vois, pour diverses raisons, hein, tu peux avoir le boulot, tu peux avoir les problèmes familiaux, tu peux avoir des tas de trucs. T'as des mecs, tu perds pied dans ton truc, tu vois, tu perds pied. T'as moins de goût, t'as moins de machin, tu te laisses un peu déborder, les papiers ça s'empile, les boucles tu les as pas commandés, t'as oublié, et à un moment c'est ça. Et c'est là que, plutôt que d'envoyer les gendarmes ou ainsi de suite, ou de trucs, tu sais, voilà, il faudrait pouvoir prendre ces gens-là, parce que c'est quand même pas une majorité, tu vois, mais t'as perdu pied, et puis t'es noyé avec rien, t'es noyé parce que. Non, mais ils n'ont pas tué des gens, ces gens. Ah oui, mais ils ont tué personne et ça justifie pas d'aller tuer un mec. C'est pour ça, avant d'y envoyer des gendarmes, je pense qu'il faudrait plutôt leur donner un coup de main, tu vois, à ces gars-là et de dire, voilà. Mais tu penses que c'est une protection contre des maladies? C'est pourquoi Mais parce que c'est l'identification de tous les animaux, elle est obligatoire. Mais oui, mais et toi, tes parents, évidemment, ils ne le faisaient pas forcément, mais oui. C'est quoi? C'est de l'hygiénisme ou c'est vraiment parce qu'on peut vraiment tuer des gens et des millions de gens parce qu'on... C'est un peu comme... Il y a un côté sanitaire. C'est pour savoir, un foyer de quoi que ce soit, d'où il est venu. Pour au moins savoir, toi, si tu as vendu une bête à un tel, machin, au moins on sait d'où ça vient et on peut... Mais ça vient d'intensif. Ah ça vient d'intensif et de... Oui, c'est sûr que si tu as 3 poules, voilà, et pour toi, mais même... Moi j'ai quelques cochons, j'élève des cochons pour boire le petit lait. Je suis obligé de les déclarer, tu vois. Normalement, voilà, je déclare mes cochons, j'ai 10 cochons, ou 8 cochons, ou 5 cochons. Après là, on tombe un peu... Le gars qui a un mouton, il doit le déclarer un mouton.
comprends qu'il y a des mecs qui sont débordés, comme tu dis, pour toutes ces raisons. Mais dans d'autres secteurs, un mec qui travaille à l'usine, qui se fait déborder, qui a fait un emprunt, il est... je sais pas, il a une assistante sociale, il a un psychiatre, il a je sais pas quoi, mais... C'est là, c'est ce que je te dis, c'est qu'à un moment, il y a déjà... Bon, la MSA, il y a des assistantes sociales, il y a du CIDULA, je pense qu'elles sont aussi débordées aussi par le truc, et voilà, et puis c'est plus compliqué, et puis c'est pas si facile, quand tu es tout seul dans ta ferme, machin, si tu es dans la... Tu vois ce que je veux dire? Le mec, dans son usine, il a des collègues de travail, il a du machin, il a un chef, il a un machin, tu peux déjà t'arrêter. Je veux dire, t'as pas de vache à aller soigner le matin, donc tu peux t'arrêter, tu peux être en maladie, ainsi de suite. Et puis je pense qu'il y a plus de monde qui est peut-être là pour dire, Gérard, il va pas trop bien, machin. Le mec qui est, j'en sais rien, moi, à la Tour d'Auvergne, au milieu de sa campagne, tout seul et tout. Mais c'est la honte aussi, non? C'est une honte. Après c'est une honte. C'est peut-être pas si facile que ça d'aller parler de tes problèmes, tu vois, mais je pense pour tout le monde, tu vois. Pourquoi il y a des féminicides, du machin, des trucs, des gamins battus, des trucs. Je te dis, tu peux avoir de la maladie, tu peux avoir des problèmes familiaux, tu peux avoir des tas de problèmes divers, et puis trop de boulot, parce qu'à un moment, des fois t'en as trop, et puis tu n'y arrives pas, tu vois. Et tu tombes, voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment, tu boucles plus tes bestioles, tu machines, voilà. C'est pas que tu es à la limite contre un système, parce que de toute façon, si tu as des bestioles, tu sais qu'il faut leur mettre des boucles aux oreilles, tu sais qu'il faut... Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est ci et c'est là, tu as des raisons sanitaires derrière, tu as des raisons, voilà, maintenant... Et puis c'est mondial, hein, ce système-là, à peu près partout, donc... Mais l'émission, là, quand tu t'assois, quand tu as le temps de t'asseoir devant la télé, oui. et que tu vois une fameuse émission qui cartonne depuis 10 ans, qui s'appelle L'amour est dans le pré, oui. ça te... C'est vrai ça, les paysans ne trouvent pas d'amoureuses? Non mais, les paysans, mais il y en a des d'autres, hein, je pense qu'ils ne trouvent pas. Il y en a qui trouvent et d'autres qui ne trouvent pas, tu vois, il y en a peut-être qui en ont trop. Mais... Bah écoute, moi je ne regarde pas L'amour est dans le pré, à part peut-être Karine Le Marchand, je la trouve assez sympathique physiquement. Mais autrement... Mais au-delà de ça, c'est de la télé aussi, tu vois ce que je veux dire. Alors, et il y en a pour qui ça a bien marché, parce que le fait est, parce que c'est pareil, tu vois, nous, t'es pris dans le boulot, dans le truc, dans le machin, t'as peu de temps hein, pour... une fois que t'es installé, t'as peu de temps pour... où tu te le donnes pas, ou des fois tu l'as pas du tout, parce que le gars qui a des bêtes, c'est 7 jours sur 7, ainsi de suite, et des fois t'as pas trop le temps d'aller sortir un peu, machin, et je trouve que, à la limite, si ça a fonctionné pour quelques-uns, tant mieux, tu vois. Alors après, ça reste de la télé, ça reste du spectacle, ça reste du truc, tu vois, entre guillemets quand même, mais sûrement que c'est tout codifié, c'est ci, c'est là, mais je pense que tu le ferais avec... il y a sûrement aussi des ouvriers qui ont... Voilà, le célibat, il n'est pas que réservé aux paysans. Alors je pense que c'était quand même un problème du fait... Le paysan, il vit dans la campagne, donc forcément, pour partie, tu as moins d'interaction avec tout le reste du monde. Hein. Tu dansais ici, ou tu allais où? Oui, mais tu avais Jameau à Rouillaba. Après, Qui faisait cinéma aussi. Oui, mais c'était une... Ce que je dis des fois je déconne, mais parce que je me dis, tu vois, tu montes dans la montagne, pas si loin que ça, des Bodoni, des Bodona, t'en as à l'appel. Mais je disais, à l'époque, t'allais draguer, alors ils disent qu'ils sont pas cousins, mais à mon avis, voilà, enfin bref, t'allais draguer, t'étais à pied ou en vélo. Donc forcément, t'avais sûrement plus de lieux de vie comme ça, parce que le fait est, tu voulais aller danser, tu sais, à pied et vélo, quand t'avais fait 5-6 km, 7 km, 8 km, c'était quand même, voilà. Et maintenant, après, tout ça c'est fini, t'as ta bagnole, tu vas aller... Alors moi j'ai mon lit parce que on fait les festoches, les trucs, le camion il me sert de camping-car, moi, ça me sert à ça. Et après c'est plus facile pour aller un peu plus loin, mais à l'époque, il y avait... puis à Nadaya, il y avait un bistrot et machin. Alors à une époque, t'as eu l'Aurore, c'était un restaurant un peu avec animation et tout, l'Aurore à machin. Maintenant t'as la Grange à danser, mais c'est un petit peu différent parce que l'Aurore, c'est... Enfin, entre guillemets, je connais la Grange, 2-3 fois j'y suis allé à la Grange à danser, c'est sympa, mais l'Aurore c'était quand même restauration avec musique et tout. C'était voilà, plus accessible. Et la truite était à 25 € le plat ou la truffade à 28 €? À l'Aurore? Non, mais comme il y a aujourd'hui. Ah non, c'était des tarifs corrects. Hein. Mais toi, le poulailler par exemple, t'y vas, qui a créé le poulailler? Tu le connais, non? Les bâtiments, c'est le poulailler parce que c'est des anciens poulaillers. Et les bâtiments, c'est Jean-Luc Pissonneau, le tendeur, qui est propriétaire. Après, qui a créé le poulailler? Je pense que
moi j'y suis allé au départ, mais je suis pas dans la création du rien. Moi j'ai profité du truc, dès que ça s'est ouvert, j'ai dit tiens, ça peut être sympa, parce que Jean-Luc je le connais. Mais ça te parle, c'est pas un truc de bobo comme on dit. Ah non. C'est pas des gens de la ville qui sont venus faire des poignons. L'avantage du poulailler, je pense que, comment dire, tu fais tes foins l'été, tu reviens, t'es habillé comme t'es, tu t'arrêtes au poulailler, il n'y a pas de... Tu vois, non. Et il y a des gens de Clermont qui montent pour... Ah il y en a qui montent, oui. Donc l'éveil des puits, le truc de l'épicurieuse à Saint-Nectaire, une docteure en géographie, mariée avec un géographe, qui fait rouvrir petit à petit les écoles locales, parce que maintenant ils sont tous concentrés. C'est un vrai mouvement qui n'est pas uniquement de la mélancolie, c'est des gens qui sont implantés, qui bossent avec toi. Et le poulailler, parce que il y a une gérante, c'est Cécile, elle est gérante de la partie restauration bar, et après tu as une association qui s'occupe de tout ce qui est spectacle. Donc à l'origine, il doit y avoir des gens comme ça, elle bosse au Tréfad parallèlement à ça, donc ils ouvrent 3 soirs par semaine. Et non, je trouve que c'est le truc accessible. Et tu manges, allez, je vais te dire, une assiette complète de trucs, tu vas t'en tirer pour 10 balles, voilà. À l'éveil des puits, c'est pareil. Ouais, c'est des gens de Pantin, c'est des gars de Pantin qui ont ouvert ça. Ouais. Et à Maruge, ils viennent d'ouvrir un truc. Oui. Et les gens du cru de Clermont, ils te disent Maruge. La Bourboule, il y a eu 30% de ventes en plus d'appartements à la Bourboule. Il y a des immeubles de Crédit Agricole qui sont en train d'être refaits. Et justement, cet arrêt là du moment où tu pouvais aller draguer, comme tu dis, en vélo, ou les jeunes, qu'est-ce qu'ils font tes gamins quand ils partent à Clermont? Non, bon, après... voilà, je veux dire, toi tu descends à Clermont pour un concert? Ah ben des fois je vais à la Côte de Mai, ça m'arrive. Chez nous, la musique traditionnelle, je sais pas si les jeunes sont très sensibilisés. Il y a moins d'identité. Tu prends les Basques, il y a une identité peut-être plus forte, le Pays Basque, la Bretagne, les Corses, les Corses en plus comme c'est une île, que l'identité pure auvergnate. Nous espérons que ce portrait de Jean vous a passionné autant que nous. Le journal d'un agrologue vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer Marion, géographe, qui a créé le lieu Épicurieuse, épicerie, café et brocante. À la semaine prochaine.